Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser aux stratégies pour apprendre. Dans les stratégies pour apprendre, nous allons traiter plusieurs questions. Les questions de méthode, les questions de sens, les questions de point de vue et les questions de tolérance. Une méthode pédagogique est un moyen qui est adopté pour favoriser l'apprentissage et atteindre l'objectif. En se référant à la notion d'alignement pédagogique, quelle est la méthode adaptée pour atteindre l'objectif? Il existe plusieurs types de méthodes. Mais comment mettons en œuvre ces différentes méthodes et certaines sont-elles plus adaptées que d'autres? La philosophie de M. Delièvre, par exemple, par rapport à l'enseignement, c'est la variété, c'est la combinaison, c'est la complémentarité. Toutes les méthodes peuvent avoir du bon quand elles sont utilisées au bon moment. Il n'y a pas une méthode miracle. Passons en revue les différentes méthodes d'apprentissage. De façon très classique, la méthode expositive ou magistrale, c'est l'explication orale ou écrite de ce que l'élève doit savoir. C'est la situation un peu traditionnelle que l'on connaît, que l'on applique relativement souvent. Ensuite, il y a la méthode démonstrative. On montre comment faire et donc les apprenants vont pouvoir imiter. Être un modèle, c'est très important pour que l'on puisse bien appliquer ce que l'on apprend. Tant que l'apprentissage reste théorique, ça ne peut pas avoir de sens. Quand on applique la méthode démonstrative, il va se produire ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant. C'est un principe qui a été mis en œuvre par Bandura, qui traite du sentiment de compétence, du sentiment de confiance en soi. Ce sentiment de confiance en soi se développe car on observe celui qui montre ce qu'il faut faire et petit à petit, on va intégrer quels sont les modèles qui marchent. En fonction des conséquences qu'il entraîne. Prenons un exemple. Si vous voyez quelqu'un qui traverse au feu rouge et que vous voyez qu'il risque de se faire écraser, même si vous ne faites pas l'expérience par apprentissage vicariant, vous allez vous dire que vous n'allez pas traverser au feu rouge parce que c'est dangereux. Vous voyez les conséquences sur quelqu'un d'autre et vous allez appliquer ou non ce que cette personne est occupée à faire. On veut faire comme quelqu'un si l'on pense que les conséquences pour cette personne sont celles que l'on voudrait aussi se voir appliquer. Et inversement, bien sûr, si les conséquences sont négatives. Le comportement observé est intégré en fonction des conséquences qu'il entraîne pour le modèle. C'est donc cela l'apprentissage vicariant. Le principe des méthodes actives est de mettre l'apprenant en situation d'apprentissage. C'est grâce à cela que Piaget a pu vérifier chez les enfants qu'ils étaient capables, à un certain âge, de réaliser un certain nombre d'opérations mentales, car ils avaient un support concret par exemple. Peu importe l'âge, nous avons besoin de concret et de méthodes actives. Dans la méthode active, on suscite l'apprentissage par la découverte. L'enfant doit rechercher des informations par lui-même. Si l'on doit chercher des informations par soi-même, cela ne veut pas dire qu'on a une totale liberté. On est orienté vers un but, on a des consignes et des contraintes à respecter. Quand on s'écarte trop de ce but, l'enseignant va le rappeler de façon à ce que l'on puisse atteindre l'objectif. Dans les méthodes actives, on retrouve l'apprentissage par immersion. On parle souvent, par exemple, d'immersion linguistique. Mais on a aussi des immersions qui se font dans tout ce qui concerne les méthodes d'apprentissage, où l'on va expérimenter un métier. On peut, par exemple, se mettre en situation d'immersion dans un salon de coiffure, chez un marchand de vélo, chez un carrossier. Avec le numérique, on peut créer le sentiment d'immersion dans des réalités qui ne sont pas nécessairement accessibles. Les outils numériques nous permettront de plus en plus à l'avenir de créer des situations dans lesquelles on est actif dans un vrai environnement. Dans la méthode active, on a également tout ce qui touche à la résolution de problèmes. Par exemple, comment résoudre l'équation qui va permettre de rétablir toutes les faces de la même couleur d'un Rubik's Cube. On découvre des notions à travers la résolution de problèmes. On peut résoudre le problème, mais on peut aussi le faire par chance. Ce qui est important quand on a résolu un problème, c'est de pouvoir le résoudre à nouveau
et pas juste tâtonner ou travailler par essai-erreur pour tenter de retrouver la même solution. Il faut confronter les élèves à des problèmes ouverts. Par exemple, quelles sont 35 manières différentes d'utiliser une chaise? Mais l'on peut également utiliser des problèmes plus fermés. Lorsque vous participez par exemple à un escape game, vous êtes dans un environnement assez ouvert et on vous demande de résoudre une énigme particulière. On vous donne des contraintes qui vous permettront de vérifier la solution à ce problème. Dans les problèmes ouverts, il n'y a pas nécessairement de solution, alors que dans les problèmes fermés, il y a des solutions. On fait appel à la pensée divergente pour résoudre les problèmes ouverts, pour trouver de multiples solutions. Pour les problèmes fermés, on fait appel à la pensée convergente. On va devoir trouver une solution ou deux solutions au maximum. Cela fait donc appel à différents modes de pensée. Pour la pensée convergente, il faut trouver la meilleure solution. Par exemple, construire un montage Lego en suivant les différentes étapes données par la fiche de construction. Pour la pensée divergente, il faut trouver le plus de solutions possible. On vous met des briques de Lego à disposition et on vous demande d'inventer le plus possible d'objets qui utilisent toutes ces briques. La pensée divergente utilise l'imagination. On va, à partir d'une question, développer un certain nombre d'idées. Cet anticonformisme, ça facilite la flexibilité. Ça fait appel à l'intuition. Alors que la pensée convergente utilise plutôt la logique. On a une réponse et à partir d'un certain nombre de faits, on va essayer de trouver la réponse. On est plus dans du raisonnement, du conformisme, de la convention et de l'organisation. Il est important de pouvoir réfléchir à certains moments de façon divergente et de pouvoir réfléchir à d'autres moments de façon convergente. La pensée heuristique correspond à l'intuition. Par exemple, quand vous regardez un visage, vous voyez sur ce visage une émotion que vous interprétez et spontanément, votre cerveau lui donne du sens. Mais le sens que l'on donne, quand la pensée intuitive fonctionne, n'est pas toujours le bon sens. Il faut pouvoir s'arrêter pour pouvoir réfléchir. Essayons de comprendre avec l'exemple suivant. Si je vous dis qu'une raquette de tennis et une balle de tennis coûtent ensemble 110 € et que la raquette de tennis coûte 100 € de plus que la balle, combien coûte la balle à votre avis? Je vous laisse réfléchir. Vous pensez très certainement que la balle coûte 10 €. En réalité, la balle ne coûte que 5 €. 105 € pour la raquette et 5 € pour la balle. La raquette coûte donc bien 100 € de plus que la balle. Alors, me direz-vous, pourquoi cette erreur? En fait, votre système de pensée heuristique a associé 100 et 10, 110. Même si on ne veut pas, on pense 10 au départ parce que notre système heuristique, c'est la pensée automatique et dans la question, j'induis une réponse. Si vous amenez les apprenants sur un chemin, vous risquez peut-être de les faire penser à certaines choses qui ne sont pas correctes. Ce n'est pas grave, mais ce qui importe, c'est qu'après, ils puissent mettre en œuvre la pensée qui leur permet de raisonner, mais qui n'est pas la première qui vient à l'esprit. Notre cerveau, de façon normale, fait d'abord fonctionner la pensée intuitive, la pensée heuristique. Et c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Il est important donc de s'arrêter pour pouvoir faire fonctionner la pensée algorithmique. Par exemple, si vous essayez de réfléchir en marchant, à un moment donné, si vous réfléchissez vraiment avec votre pensée algorithmique, vous allez devoir vous arrêter parce qu'on ne peut pas marcher et penser en même temps. Ces deux systèmes coexistent, mais notre cerveau est paresseux et il va donc chercher la solution la plus simple. Il existe plusieurs modes de raisonnement, des modes de raisonnement où l'on va associer logiquement des idées qui vont nous permettre d'aboutir à un constat. Et ce qui est important, c'est d'utiliser ce qu'on connaît déjà pour arriver à ce qu'on ne connaît pas. C'est ce que l'on appelle les prérequis ou les préacquis. Dans un premier temps,
il y a des informations qui seront un peu confuses dans notre esprit, mais qui s'y trouvent partiellement. Dans les méthodes inductives et déductives, la différence est le point de départ et le point d'arrivée. Dans une méthode déductive, on part de l'énoncé du concept ou de la règle pour aller à la vérification par des exemples. Par exemple, lorsque l'on vous demande de faire une addition en utilisant une règle de compensation, vous allez par exemple, pour 299, prendre 300 et puis enlever 1 de l'autre côté. Après avoir appris la règle, on va faire des exercices. On se trouve donc dans une méthode déductive. On part du général pour aller au particulier. On procède très souvent de cette façon dans l'enseignement. A l'inverse, dans la méthode inductive, on part du particulier pour identifier la règle. Par exemple, si l'on vous donne 4 phrases qui sont accordées avec le participe passé avec avoir, on vous demande ensuite, à partir de ces 4 phrases, d'énoncer la règle. Il est plus efficace de construire la règle que de devoir la retenir et l'appliquer. Quand on donne la règle et qu'on ne la comprend pas, on sait juste l'appliquer. Quand on la construit soi-même, à partir d'exemples, on est obligé de la comprendre. Une méthode inductive aura plus d'effet sur l'apprentissage qu'une méthode déductive, car elle permet de construire la connaissance. Alors que dans la méthode déductive, on enseigne et on transmet, pour enseigner, le déductif est plus facile. Pour apprendre, l'inductif est plus efficace. Les enseignants pensent qu'ils doivent avoir la main, alors qu'en réalité, ce sont les élèves qui doivent apprendre. Dans la démarche analogique, on donne un exemple et on demande de produire un autre exemple, ce qui est aussi très efficace. Prenons un exemple, on vous donne 4 phrases qui sont accordées avec le participe passé et on vous demande d'en créer 4 autres. Vous pouvez connaître la règle ou pas, vous pouvez travailler par analogie. Cela servira évidemment aussi à intégrer la règle travaillée par analogie. On part ici du particulier pour arriver à du particulier. Ce qui est efficace car on est dans du concret. L'analogie, c'est utiliser un processus déjà connu que l'on transpose dans un autre contexte. C'est la démarche la plus naturelle quand on essaye d'apprendre. On peut aussi faire une transposition. On part d'une règle et par rapport à cette règle, on va soit la discriminer, soit la généraliser. Par exemple, si l'on vous donne la définition de la démarche inductive et que l'on vous dit que la démarche déductive, c'est l'inverse, vous allez trouver la définition de la démarche déductive. On travaille par transposition, on passe du positif au négatif et du négatif au positif. Dans la démarche abductive, on part du résultat et on remonte vers les causes. Prenons un exemple. Vous êtes chez le médecin et vous expliquez ce que vous avez. Vous donnez vos symptômes et lui, donc le médecin, à partir de ce que vous donnez comme information, va faire des hypothèses, va vous poser des questions et va essayer de faire son diagnostic à partir de ses connaissances. C'est une démarche abductive. Il faut faire des hypothèses, éliminer celles qui sont fausses pour arriver à celle qui va être confirmée. C'est partir du particulier vers du plus général. Mais le plus général n'est pas une règle qui est nécessairement connue. Quel sens donne-t-on aux apprentissages et à quoi sert ce que j'apprends? On ne décèle pas toujours, dès le départ, à quoi peut servir un cours. Vous ne pourrez peut-être pas comprendre l'utilité d'un cours de méthodologie de l'expérimentation tant que vous ne l'aurez pas appliqué dans votre mémoire par exemple. Au niveau du sens, il en existe de plusieurs types. Quelle est son utilité dans la vie de tous les jours? Par exemple, lorsque l'on suit une recette, on apprend à calculer combien de grammes il faut mettre sur la balance. On apprend à vérifier le temps de cuisson. Le résultat fera que cette recette sera réussie ou pas. On apprend des choses et on les utilise tout de suite. Mais on n'applique pas toujours directement ce que l'on a appris. Lorsqu'un étudiant demande à quoi cela peut bien servir, on lui répondra
que cela sert à développer sa mémoire. Mais cela n'a pas une utilité immédiate. En réalité, on développe un certain nombre de capacités cognitives, de capacités intellectuelles. Mais ce n'est pas évident, car cela reste un petit peu abstrait tant qu'on n'utilise pas cette mémoire pour faire quelque chose qui nous est propre. Ensuite, il existe une utilité plutôt philosophique. Ce que j'apprends, c'est quelque chose que je vais vivre. Ce sont des valeurs que l'on inculque, ce sont des attitudes que je vais adopter. Ce n'est pas nécessairement très concret tout de suite, parce que c'est quelque chose que l'on met en pratique en situation. C'est un mode de pensée, une manière de voir les choses, une manière de voir la vie qui peut être compris. Mais tant que ce n'est pas vécu, cela peut être compliqué. Pour donner du sens aux apprentissages, il existe plusieurs types d'apprentissage. Pour donner du sens aux apprentissages, il existe plusieurs types d'apprentissage. Tout d'abord, l'apprentissage en situation. Reprenons l'exemple de la recette de cuisine. Si l'on veut travailler sur les notions de masse, de mesure et d'unité de masse, il est préférable de les intégrer dans une situation concrète, celle de la recette, plutôt que d'énoncer les informations telles quelles. On se trouve dans une vraie situation où on met en œuvre ce que l'on apprend. Ce qui est important dans l'apprentissage en situation, c'est ce pragmatisme et ce contexte. On met tout de suite en contexte et on relie au vécu, ce qui permet d'être mieux retenu. De plus, on est actif. On va tout de suite pouvoir vérifier l'exactitude de ce que l'on a appris. Si par exemple on confond les grammes et les kilos, on verra directement l'erreur. L'apprentissage par projet est un type d'apprentissage en situation. Dans une classe ou dans une école, on peut à un moment donné développer un projet. Learning by doing, qui signifie apprendre en faisant. On se situe toujours bien dans l'apprentissage en situation. On va réaliser une production qui va être concrète. Le projet peut être individuel comme il peut être collectif. S'il est individuel, il sera plus difficile à gérer par l'enseignant. Cela nous ramène à cette idée d'individualisation. Cela peut également être des projets par petits groupes. Souvent, lorsque l'on parle d'apprentissage par projet, on parle d'un projet de classe. On y retrouve une notion démocratique qui est de décider quel est le projet de la classe et qui permet à l'enseignant d'utiliser le projet comme moteur. Ce qui veut dire que le projet n'est pas un but en soi. Prenons un exemple. Lorsque M. Delièvre était instituteur, le projet de ses élèves était de reconstruire la fusée de Tintin. Cela aurait pu être un château fort ou un bateau. Mais ce qui comptait, c'est qu'en construisant la fusée, ils aient pu aborder les notions de mesure, les notions de proportion. Des notions théoriques ont pu être traitées au travers du projet. De plus, cela donne aux élèves un sentiment de contrôle qui permet d'avoir une motivation plus intrinsèque. L'apprentissage par chef-d'œuvre est un projet individuel. Sa particularité est de mettre en avant la qualité de l'individu. Si c'est un chef-d'œuvre, cela veut dire que chacun est capable, à son niveau, d'être un génie, d'être quelqu'un qui se distingue des autres. On valorise chacun en mettant leur talent en évidence. Cela va permettre de mettre l'enfant en valeur et peut-être d'accrocher cet enfant en termes de motivation au fait qu'il est mis en valeur. Quel est le sens du travail individuel et du travail de groupe? Qui apprend réellement? Quel est le sens du travail individuel et du travail de groupe? Qui apprend réellement? Apprendre à plusieurs, ça peut prendre plusieurs formes. Si l'on oppose le travail individuel au travail de groupe, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Lorsque vous participez à des travaux de groupe, vous devez sûrement vous demander comment va être évalué votre travail. Est-ce que tout le monde obtiendra la même note et est-ce qu'elles seront individuelles?
Cela pose de vraies questions en termes de processus, mais aussi en termes d'évaluation et de diagnostic que l'on peut faire de la part de ce que chacun a appris. On apprend tous la même chose dans un groupe à partir du moment où la production est collective. Dans un groupe, on sait bien qu'il y a une personne qui va être plus le leader du groupe et que les autres vont suivre. Ce qui n'est pas forcément vrai dans tous les projets. Tout le monde n'apprend pas à la même vitesse ni la même chose, alors que pourtant, tous auront la même note. Comme vu précédemment, on peut individualiser le temps d'apprentissage, le lieu d'apprentissage, les parcours, les types d'activités et le suivi de l'apprenant. C'est le fait de s'adapter à la personne en particulier, de prendre en compte les caractéristiques de l'individu. On va individualiser l'attitude que l'on a envers cette personne. Cela veut dire qu'à un moment donné, dans le groupe, il va peut-être avoir un rôle particulier qui va être attribué. Chacun a son rôle en fonction de ses caractéristiques. Tout le monde ne doit pas avoir les mêmes caractéristiques dans un groupe, et si c'était le cas, le risque serait peut-être de ne pas arriver à une bonne production. Prenons un exemple. Si vous construisez une maison et que vous n'avez que des maçons à disposition, cela va être problématique, par exemple, pour le chauffage ou l'électricité. Il vaut mieux avoir un bon électricien, un bon maçon, un bon chauffagiste qui n'ont pas les mêmes compétences. Dans ce cadre, tout le monde n'apprendra pas la même chose, mais à terme, la production sera meilleure. Dans la pédagogie différenciée, on peut travailler sur plusieurs aspects. On peut, par exemple, différencier les contenus et donc ne pas avoir les mêmes contenus pour chacun. Et ensemble, on fera quelque chose qui aille dans un projet plus global. On peut différencier les productions. Cela veut dire qu'on peut tous étudier la même chose, mais qu'on ne va pas demander à tous de produire les mêmes choses. Les productions seront à réaliser selon le niveau de l'élève. On ne demande pas la même chose à des enfants d'âge différents. Pourtant, ils voient tous les maths, le français. On différencie en réalité les productions selon les caractéristiques des individus. C'est vrai pour des classes de niveaux différentes, mais aussi au sein d'une même classe. On peut différencier également les structures. Toutes les écoles n'ont pas la même structure. Dans certaines écoles, on va parfois mélanger les classes, mélanger les niveaux pour certaines activités. On obtient donc des structures qui peuvent être pleinement différentes. Ensuite, au niveau du processus, on va faire varier la pédagogie. Les écoles sont différentes car elles n'appliquent pas la même pédagogie. Certaines sont plus participatives, d'autres moins. Mais sur quoi va s'opérer la différenciation? Il existe deux formes de différenciation, la différenciation successive et la différenciation simultanée. Avec la différenciation successive, chacun va réaliser l'ensemble des activités, mais pas au même moment. On va par exemple travailler en atelier et faire tourner les élèves d'atelier en atelier. Dans la différenciation simultanée, on organise des groupes de niveaux. Certains élèves travaillent sur des exercices par exemple de remédiation, d'autres sur des exercices de dépassement et encore d'autres sur des exercices classiques. Ils ne font pas la même chose, mais ils le font en même temps. C'est une question d'organisation dans une classe de niveau. Lorsque l'on utilise la différenciation simultanée, il faut commencer par diagnostiquer les élèves et leurs besoins différents. Dans la différenciation successive, on ne fait pas de différence entre les élèves puisqu'ils passeront par toutes les activités. On estime qu'ils ont tous un niveau équivalent et qu'ils seront capables de tout réaliser. On a tendance à confondre la pédagogie individualisée et la pédagogie différenciée. Dans la pédagogie individualisée, les élèves ne vont pas au même moment poursuivre les mêmes objectifs. Dans la différenciation simultanée, certains vont poursuivre les mêmes objectifs, mais adaptés à leur niveau. Dans la pédagogie différenciée, les objectifs ne sont pas différents, mais on utilise des voies différentes pour y accéder. On propose à tous de faire le même travail,
mais au travers de chemins différents. Intéressons-nous maintenant au travail de groupe. Dans le travail de groupe, on peut distinguer le coopératif et le collaboratif. Coopérer, ce n'est pas collaborer. Lorsque l'on coopère, chacun fait un morceau du travail. Lorsque l'on collabore, tout le monde maîtrise l'ensemble. Cela ne veut pas dire que dans l'apprentissage coopératif, certains vont être plutôt spécialisés, alors que dans l'apprentissage collaboratif, tout le monde aura une expertise dans à peu près tout. Dans l'apprentissage coopératif, il y a une répartition claire du travail entre chacun. Tous n'ont pas les mêmes compétences et chacun va faire ce pour quoi il est bon. Chacun aura une tâche claire et concrète qui lui est destinée. La combinaison des forces de chacun et les productions de chacun formeront le travail final. Il faut bien se mettre d'accord pour que le travail final puisse être cohérent. Par exemple, dans la construction d'une maison, chaque spécialiste, électricien, maçon, carreleur, va apporter son expertise, mais l'ordre dans lequel ils vont intervenir doit être défini. Dans l'apprentissage collaboratif, il n'existe a priori pas de répartition du travail entre les uns et les autres. Chacun réalise un morceau, prend connaissance de ce que les autres ont fait et se l'approprie. À terme, tout le monde sera expert de tout. Il est bien sûr plus compliqué d'être dans une démarche réellement collaborative. Cela prendra plus de temps. Quel est l'objectif de votre travail? Que la maison soit vite finie, ou bien que vous formiez des gens qui soient tous capables de construire leur propre maison? Dans un travail collaboratif, il est impossible d'identifier le travail fourni par chacun. La communication et les interactions sont indispensables, mais pas pour les mêmes raisons. Elles permettent de se partager les compétences des uns et des autres, et pas simplement pour se répartir la tâche. Prenons un exemple. Un enseignant demande le résumé d'un ouvrage. Il peut opérer de deux manières différentes. Avec l'apprentissage coopératif, chaque élève doit résumer son chapitre et on obtient un résumé de l'ouvrage. Dans ce cas, chaque élève sera spécialiste de son chapitre, mais il ne connaît pas les chapitres des autres. Avec l'apprentissage collaboratif, on souhaite que tous maîtrisent les chapitres des autres. Chacun va travailler sur son chapitre et après, les autres vont devoir analyser les résumés des autres et donner leurs commentaires. Tout le monde maîtrisera alors tous les chapitres du livre. Ce travail est bien sûr plus exhaustif. Accepte-t-on des chemins différents? Est-ce que l'on accepte des chemins déviants, c'est-à-dire que celui qui apprend ne fait pas tout ce que l'on voudrait? On a trop tendance à vouloir tout contrôler et vouloir que tout le monde suive exactement le même chemin. Quand on accepte un chemin différent, on passe par un apprentissage différencié. Par exemple, il existe des chemins différents pour obtenir votre diplôme en master, en psycho et en sciences de l'éducation. Vous allez devoir choisir entre la psycho ou les sciences de l'éducation. En psycho et en sciences de l'éducation, il existe des options qui feront que vous obtiendrez le même diplôme, mais pas avec le même chemin. Et donc, ça peut être un choix. C'est un choix de votre part, puisque c'est vous qui avez choisi vos options. Parfois, il y a des chemins que l'on propose à certains de prendre, car ils nous paraissent plus appropriés. Alors, en Finlande, l'enseignement est réputé comme étant l'un des meilleurs du monde. Dans ce système, il n'y a pas de redoublement jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, il y a une orientation. Avant cela, on prend toute une série d'informations durant leur parcours. Et à 16 ans, on estime avoir une bonne vision de ce qu'ils sont capables de faire et de ce en quoi ils sont motivés. À partir de cela, ils seront orientés vers tel ou tel type d'études. Que ce soit dans le domaine de la médecine, de l'ingénierie ou dans des domaines artistiques, la sélection est drastique et l'on oriente en fonction de la motivation et des compétences de l'élève. En Belgique, notre plus grand problème est celui de l'orientation.
Lorsque l'on observe les étudiants qui sortent du secondaire, on remarque qu'il y a entre 60 et 70% des étudiants qui sont, entre guillemets, pas à l'heure, parce que l'orientation n'était pas suffisamment bonne. Les étudiants vont traîner 1 ou 2 années pour essayer une chose et puis l'autre. On se rend compte que c'est très coûteux pour le système d'enseignement. On devrait avoir un vrai système d'orientation, comme en Finlande, et qui permettrait d'éviter le redoublement. Peut-on accepter des chemins différents et est-ce que l'on peut négocier? Il existe ce que l'on appelle des contrats pédagogiques. Pour un contrat pédagogique, on peut mettre en place un système dans lequel on va discuter avec l'enseignant de quel est le niveau de compétence qu'on estime pouvoir atteindre. Est-ce que l'on doit tous atteindre absolument le même niveau dans tous les domaines? Les compétences de base sont les essentielles. Après, bien sûr, on peut aller plus loin, mais il faut être intransigeant par rapport à ces compétences de base. Il faut être capable de lire, de calculer de façon basique, d'avoir l'esprit critique développé. Mais faut-il apprendre absolument la poésie de Rimbaud par cœur parce que c'est au programme? Pas sûr. Cela ne veut pas dire que la poésie n'est pas importante. Mais cela veut dire qu'elle peut être abordée de plein d'angles différents, qui vont parler à chacun en fonction de ce qui l'intéresse. Il y a sans doute des marges de négociation qui sont possibles. Autre exemple, développer son esprit critique peut se faire dans de nombreux domaines. Cela doit-il se faire dans le domaine choisi par l'enseignant ou dans celui que l'élève estime se poser des questions par rapport au développement de son esprit critique? Il est nécessaire de définir clairement ce qui est négociable de ce qui ne l'est pas. L'espace de négociation permet le partage des idées pour arriver à un consensus, à trouver un juste milieu pour éviter les conflits. Ne jamais rien négocier, c'est soumettre le groupe au désir de l'enseignant. Il faut que ce soit compris, donc il faut que ce soit discuté. Si on peut discuter, on va comprendre. Tout négocier ne fonctionne pas non plus. Ce qui est important, c'est de fixer un cadre. Dans un cadre clair, il est possible de négocier car les limites sont bien établies. Accepter les chemins déviants, c'est l'apprentissage par l'erreur. On apprend lorsqu'on se trompe. Il y a beaucoup de choses que l'on apprend après s'être trompé, car ensuite on rectifie l'erreur que l'on a commise. Alors, quel sens donne-t-on à l'erreur et à l'échec? Est-ce que l'on culpabilise l'erreur et l'échec? Ou bien, est-ce qu'on en fait une occasion d'apprentissage? Selon les modèles pédagogiques, l'erreur sera vue différemment. Pour le modèle transmissif, l'erreur est une faute. L'élève est considéré comme coupable. Pour le modèle comportementaliste, lorsque celui qui apprend par étapes rate une étape, il aura l'occasion de recommencer et de pouvoir résoudre cette étape plus tard. L'erreur dans ce cas-ci est un bug. C'est un moment où cela n'a pas fonctionné, mais où l'on va pouvoir se reprendre. Dans le modèle constructiviste, l'erreur est un tremplin. C'est une occasion de remédier ce pourquoi l'on s'est trompé. Ce qui compte, c'est de comprendre son erreur. Le dicton dit « Un âne ne trébuche pas 2 fois sur la même pierre ». On a commis une erreur, et si elle a eu des conséquences, on ne va pas le refaire 2 fois. On apprend réellement en faisant. Celui qui ne fait jamais rien ne se trompera jamais. Si on pénalise celui qui fait une erreur, on va l'inciter à ne rien faire. On apprend durablement par l'erreur dépassée. On commet une erreur, on comprend son erreur, on dépasse son erreur et donc on résout le problème. L'erreur est inhérente au processus d'apprentissage et il y a une forme de sérénité si on sait que l'on peut se tromper. Si on est angoissé à l'idée de se tromper, on paralyse l'apprentissage et notre capacité à oser. L'échec que l'on affronte est une vraie source de réflexion. C'est une vraie source de remise en question et donc d'apprentissage. L'essentiel, c'est de dépasser l'erreur,
de la résoudre et de la maîtriser. Dire simplement que c'est faux à un élève, ça n'a pas d'effet. Il doit comprendre pourquoi. Il faut lui donner des indices sur comment résoudre l'erreur. Dans le sens donné à l'erreur, il y a deux faces. Pour la face négative, il y a une norme et un attendu. Si l'on ne se trouve pas dans la norme, l'attendu n'est pas présent. On attribue une responsabilité à l'individu qui a fait quelque chose d'autre que l'attendu. Pour la phase positive, lorsqu'un élève s'est trompé, on lui demande d'expliquer son chemin, son raisonnement afin d'identifier où se situe l'erreur. Ce qui a été fait à la place d'autre chose. Nous terminerons cette vidéo avec les nouvelles questions ainsi qu'avec la synthèse de la séquence. Par rapport aux nouvelles questions, nous allons parler des classes inversées. On l'a vu avec la pandémie, l'apprentissage ne se fait pas toujours selon les mêmes modalités. Traditionnellement, la maison est le lieu où l'on doit faire les apprentissages et se questionner. Et la classe est le lieu où l'on doit avoir toute la théorie. Ne serait-il pas plus intéressant de demander à l'élève de lire les chapitres théoriques à la maison et de noter les questions qui se posent à lui, et en classe, de résoudre ces questions et de faire du travail d'application. La philosophie de la classe inversée est de partir des questions de l'élève, du concret que l'élève a envie d'aborder et de tenter de résoudre ensemble en classe. Certaines choses doivent se faire en présence et d'autres à distance. C'est ce que l'on appelle l'enseignement hybride. Habituellement, en présence, on donne la théorie à l'élève et à la maison, il fait des exercices. Alors que l'on pourrait faire l'inverse. On pourrait étudier la théorie à la maison, puis en classe, faire des exercices ensemble en rectifiant les éléments théoriques qui n'auraient pas été compris. C'est pour cette raison que l'on parle de classe inversée. En ce qui concerne les MOOC, vous participerez bientôt à l'un d'entre eux, ce qui vous donnera l'occasion de voir comment ceci fonctionne. Passons maintenant à la synthèse. Sur le schéma, nous pouvons observer que les flèches vont dans tous les sens, parce que se pose toujours la question du sens. Quel est le sens que l'on donne aux apprentissages? Si vous devez assurer une formation, quel est le sens que vous donnez à ce que vous voulez faire? Quel est le sens que vous donnez à l'erreur, aux élèves et aux apprenants? Peuvent-ils se tromper? Quels sont vos choix pédagogiques et méthodologiques? Comment pouvez-vous justifier pédagogiquement ce que vous mettez en place quand vous assurez une formation? Vous devez être capable de donner des justifications aux choix pédagogiques que vous faites.